Parfois, le véritable poids d'une trahison ne réside pas dans le coup reçu, mais dans l'urgence avec laquelle votre esprit exige de le rendre. Il est facile de se perdre dans la fantaisie de la vengeance, dans le désir d'équilibrer la balance à tout prix, comme si cet ajustement pouvait rendre la dignité ou le contrôle que vous avez senti vous être arraché. Mais il y a une vérité inconfortable, aucun dommage externe ne peut vous couler autant que de céder la barre de vos actions à la colère ou au ressentiment. Le stoïcisme le pose sans détour, celui qui réagit sans penser devient l'esclave de l'agresseur et sa liberté se dissout dans des impulsions étrangères à sa volonté. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de prétendre que rien ne s'est passé, il s'agit de décider, avec une froideur presque chirurgicale, ce que vous allez faire avec cette douleur et qui vous allez être après. La véritable revanche n'est pas de rendre le coup, mais de devenir quelqu'un qui ne peut plus être atteint par la mesquinerie des autres. L'ennemi réel est la version de vous qui veut tout détruire. Je te le dis clairement, montrer que tu as survécu, que tu as grandi et que ta vie ne dépend pas des fractures du passé est la réponse la plus percutante que tu peux donner. Il ne s'agit pas de pardonner par faiblesse, ni d'oublier par commodité, mais de démontrer par des actes que ton évolution est irréfutable. Aujourd'hui, nous allons explorer les 8 attitudes qui transforment la blessure en pouvoir, parce que la vengeance la plus dévastatrice est la croissance. 1. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Tu franchis la porte du bureau, tu entends ce commentaire passif-agressif dirigé vers toi, et tu ressens immédiatement le choc, mâchoire serrée, respiration qui s'accélère, l'envie de lâcher quelque chose de tout aussi venimeux. Dans ta tête, une partie crie que tu ne devrais pas laisser passer ça, que tu dois te défendre, marquer ton territoire, montrer que personne ne te marche dessus. C'est le mécanisme automatique que tu traînes depuis des années, presque comme un réflexe musculaire. La plupart, sinon tous, préfèrent suivre cet élan, le justifiant par des phrases confortables « Je ne suis pas idiot, je ne vais pas me laisser faire ». Ils ont commencé. Tu te le répètes pour ne pas te sentir faible, comme si réagir automatiquement était un acte de courage et non de simple manque de contrôle. Mais voici la vérité inconfortable, chaque fois que tu choisis de réagir, tu deviens esclave de cet élan. Tu n'es pas fort, tu es prévisible. Tu n'es pas craint, tu es manipulable. Ton ennemi n'a même pas besoin de faire d'efforts, il lui suffit d'appuyer sur le bon bouton pour te voir brûler de l'intérieur. Ne te trompe pas. La douleur ne vient pas de l'offense, elle vient de ton incapacité à mettre un filtre entre ce qu'on te fait et ce que tu fais ensuite. Tant que tu continues à justifier tes réactions, tu restes coincé dans la même boucle que tu as juré de briser. Personne ne te demande de devenir un robot sans émotion, mais si tu te contentes d'être une marionnette de tes impulsions, tu as déjà perdu. Le vrai stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui décide. Décider est un verbe qui fait mal, parce qu'il implique de l'effort, de l'entraînement, de la répétition. Mais c'est le seul moyen de cesser d'être une victime des circonstances. Te rends-tu compte de l'énergie que tu gaspilles en réagissant par réflexe ? Combien d'opportunités de croissance tu jettes à la poubelle juste pour défendre un ego fragile qui en réalité ne te protège de rien. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour se vanter, il les a écrites au milieu de crises personnelles et politiques où il avait tout à fait le droit de perdre la tête et de crier au monde. Mais il a choisi autre chose, mettre une distance entre le stimulus et la réponse, forger un caractère résistant plutôt que de chercher une vengeance immédiate. Sénèque l'a bien dit, personne ne peut te faire autant de mal que toi-même lorsque tu permets que ta réponse soit dictée par la colère. Tu décides si le mal devient une fracture permanente ou le point de départ d'une amélioration radicale. N'achète pas le mensonge que c'est comme ça que tu es et que tu ne peux pas changer, c'est l'excuse parfaite pour rester faible. Changer est inconfortable, cela implique de te confronter à cette version de toi qui préfère crier plutôt que respirer, attaquer plutôt qu'observer. Mais si tu ne le fais pas, chaque petite offense continuera à s'accumuler comme une dette émotionnelle qui un jour te sera réclamée avec intérêt. Il y a une ligne que tu ne peux pas franchir si tu veux grandir, celle de laisser ta réponse aux mains de l'impulsion. La réaction est bon marché, la réponse est coûteuse. Il est facile d'exploser, il est difficile d'attendre, de respirer, d'analyser et ensuite de décider comment agir. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça la vraie vengeance, non pas contre l'autre, mais contre ta propre tendance à te saboter.
Tu n'es pas le premier à sentir que tu dois te défendre, mais tu peux être l'un des rares à choisir de ne pas te rabaisser. L'autocontrôle n'est pas répression, c'est maîtrise. La vraie force n'est pas de rendre le coup, mais de ne pas te laisser entraîner dans la même boue qu'on t'a lancée. Personne ne se souvient de celui qui a réagi, mais tout le monde respecte celui qui a choisi sa réponse. Montre par des actes, pas par des crises de colère. Ta meilleure vengeance est de ne pas être entraîné par la médiocrité des autres. Que ton calme soit le signe de ton évolution. Retiens ceci, le contrôle ne se négocie pas, il se travaille. 2. Fais de la douleur ton maître, pas ton excuse. La douleur ne se discute pas, elle se travaille. C'est la différence entre celui qui avance et celui qui reste toujours à raconter la même histoire. La première chose que fait l'esprit lorsque quelqu'un te blesse est de chercher une justification pour t'arrêter, pour ne pas continuer, pour te transformer en victime permanente. Il est confortable de penser que la douleur te donne le droit de t'arrêter, comme si la blessure était un laissez-passer pour refuser de grandir. Mais la vérité est que chaque fois que tu utilises la douleur comme excuse, tu donnes le contrôle de ta vie à celui qui t'a blessé. Tu deviens le résultat de ce qu'on t'a fait, pas de ce que tu peux construire à partir de cela. Le mal existe, oui, et nier son impact est un mensonge. Mais il y a une différence abyssale entre accepter le coup et laisser ce coup définir la limite de ta transformation. Derrière chaque réaction automatique, derrière chaque excuse que tu répètes, il y a une croyance. Ce que j'ai souffert m'autorise à rester ainsi. C'est ce qui te maintient attaché. La douleur est réelle, mais le pouvoir que tu as de choisir quoi faire avec cette douleur l'est aussi. C'est là que la plupart échouent. Ils croient que grandir signifie cesser de ressentir, ou que devenir fort signifie ignorer ce qui fait mal. C'est une erreur. Le stoïcisme ne te demande pas de nier la souffrance, mais de la mettre à ton service. Quand la douleur devient un maître, pas une excuse, tu découvres des ressources internes que tu n'aurais jamais connues dans le confort. Il y a une sorte de sagesse aiguisée qui n'émerge que lorsque tu cesses de chercher des coupables et que tu commences à te demander ce que tu peux apprendre de ce qui t'est arrivé. L'inconfort est un entraînement. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré le poids émotionnel, tu renforces le muscle de ton caractère. Chaque fois que tu t'arrêtes pour te justifier, ce muscle s'atrophie un peu plus. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de fabriquer une sorte de fierté autour de la blessure. Il s'agit de l'utiliser comme un indicateur, ce qui te fait mal indique ce que tu dois encore travailler. Si ta réaction est de chercher une vengeance traditionnelle, tu ne fais que prolonger la chaîne de dépendance. Tu dépends de la validation externe, tu dépends de la punition, tu dépends du fait que l'autre ressente la même chose que toi. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'esclavage émotionnel. En revanche, lorsque tu décides que la douleur sera l'investissement de ta croissance, que chaque blessure est un paiement anticipé pour devenir plus résistant, tu passes à un autre niveau. Ce qui était auparavant une excuse pour la stagnation devient une plateforme de relance. Le calme et le pouvoir. L'indifférence stratégique n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse appliquée. Tu choisis quand dépenser ton énergie et quand la réserver. Celui qui apprend à vivre avec la douleur sans se laisser emporter devient inatteignable pour ceux qui cherchent à le manipuler. Personne ne viendra te reconnaître pour ce que tu as souffert, et tu n'en as pas besoin non plus. La reconnaissance la plus précieuse est de te regarder avec honnêteté et de savoir que tu n'es pas resté au même endroit, que tu as utilisé la blessure comme un moteur, pas comme une encre. La douleur est inévitable, la paralysie est optionnelle. La prochaine fois que quelque chose te blesse et que la vieille tentation de te venger te murmure à l'oreille, souviens-toi, ta transformation est la seule réponse qu'ils ne peuvent pas te prendre. Ce n'est pas l'autre qui te définit, c'est toi, quand tu décides que la douleur ne va pas gouverner tes prochains pas. Si tu fais de la douleur ton maître, personne ne pourra jamais l'utiliser contre toi. C'est la leçon qui sépare ceux qui survivent de ceux qui évoluent. 3. Brise le cycle des dommages, sans concession. Personne ne va briser le cycle des dommages pour toi. Si tu continues à attendre que le temps, les excuses ou la justice externe te rendent la paix, tu vas rester coincé dans la même cage, année après année. Ce n'est pas agréable à entendre, mais le cycle ne s'arrête que lorsque tu le coupes,
et cela exige une décision brutale, arrêter de chercher réparation dans la réaction et commencer à investir dans ta propre transformation. Pense aux gestes quotidiens que tu traînes quand quelqu'un te blesse, poing serré sous la table, regard qui se durcit, conversation interne que tu répètes en te couchant, repassant encore et encore ce que tu aurais dû dire ou faire. Cette usure s'accumule, se remarque dans le corps, dans la posture, dans le ton avec lequel tu parles à ceux qui ne t'ont rien fait. Le dommage s'infiltre dans tes jours comme une humidité silencieuse, déformant chaque tentative de construire quelque chose de nouveau. Mais il y a une sortie, et elle n'a rien à voir avec la vengeance. La vérité est que le cycle des dommages ne se brise pas en rendant le coup, mais en refusant d'être défini par ce qu'on t'a fait. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est observer l'impulsion de répondre, ressentir l'envie de répliquer le dommage à l'identique et choisir une autre voie. Tu le vois dans les détails minuscules, la respiration que tu décides de prolonger avant de parler, les secondes que tu te donnes avant de répondre à un message qui t'irrite, l'effort conscient de détendre les épaules quand tout ton corps exige de l'attention. Chacun de ces gestes, bien qu'ils semblent insignifiants, sont des pierres que tu poses pour ériger un mur entre toi et l'héritage de douleur que d'autres essaient de te transmettre. La blessure ne commande dans ta vie que si tu lui donnes le commandement. Quand tu décides que ton énergie ne sera pas le paiement pour le compte émotionnel des autres, la dynamique change. Ton silence mesuré, ta distance stratégique, ta capacité à ne pas chercher de complicité dans la plainte, sont des réponses concrètes qui coupent le cycle à la racine. Ne confonds pas ce contrôle avec une indifférence creuse. Ça se voit différemment, c'est le regard qui ne cherche plus l'approbation de celui qui t'a blessé, la voix qui ne tremble pas quand elle pose des limites, la routine qui se concentre sur tes propres projets et non sur des règlements de compte. Celui qui brise le cycle n'est pas celui qui oublie, mais celui qui refuse de passer une seule minute de plus à alimenter la chaîne du ressentiment. En pratique, cela signifie que ta journée ne tourne plus autour de ce qu'on t'a fait. Cela signifie que tu peux entrer dans ce même espace, voir la personne qui t'a blessé et ne pas porter l'attention de prouver quoi que ce soit. Le véritable pouvoir n'est pas que l'autre souffre, mais que tu ne dépendes plus de son dommage pour te sentir vivant ou justifié. Voilà à quoi ressemble la vengeance stoïcienne, avancer pendant que d'autres restent embourbés dans le même jeu. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé, mais de le situer à sa juste place, comme une donnée de plus et non comme l'axe de ton identité. Celui qui te voit grandir de loin et ne trouve plus en toi la réaction attendue, finit par faire face à son propre vide. Il n'y a pas de pire punition pour celui qui voulait te voir détruit que de confirmer ton indifférence active, ton progrès, ta paix. Briser le cycle, c'est refuser de payer des intérêts pour une dette émotionnelle que tu n'as pas choisie. C'est démontrer, par des actes quotidiens, que rien ni personne n'a le droit de te transformer en une extension de sa propre misère. Grandir est la réponse qu'on ne peut pas te prendre. Le calme entraîné est la plus grande insulte pour celui qui a parié sur ta ruine. Si tu veux cesser d'être l'otage du dommage, commence par une décision, tu ne vas pas perpétuer la chaîne, sans concession. C'est la victoire qui compte. 4. Maîtrise ton esprit, pas ton environnement. Je vais être honnête, je passe trop de temps à essayer de contrôler ce qui m'entoure. Parfois, je me surprends à calculer comment les gens devraient réagir, comment les circonstances devraient s'aligner, espérant que tout soit plus simple, moins rugueux, plus conforme à mes désirs. C'est un piège mental, tandis que j'essaie de corriger l'extérieur, j'abandonne la seule chose que je peux réellement diriger, mon esprit. Une partie de moi résiste à l'accepter, parce qu'il est inconfortable de se rendre à la réalité que le monde ne va pas se modeler selon ma volonté. Mais c'est là que naît l'anxiété, la frustration, cette sensation d'impuissance qui s'installe lorsque les choses ne se déroulent pas comme je l'attends. J'ai appris que chaque fois que je mets de l'énergie à vouloir modifier mon environnement, je détourne mon attention de la seule bataille essentielle, celle qui se joue à l'intérieur. C'est brutalement simple, et en même temps difficile à reconnaître. Lorsque j'insiste pour que les autres changent, que la météo s'améliore, que l'économie me soit favorable, je deviens l'otage de ce que je ne contrôle pas. C'est comme signer un contrat invisible où je cède ma paix et mon pouvoir aux circonstances. Je le sais, et pourtant je retombe encore et encore dans le piège de penser
Quand tout sera en ordre dehors, alors je me sentirai bien. C'est un mensonge confortable, une justification qui anesthésie la responsabilité de prendre en charge ce que je pense et comment je réagis. Le véritable contrôle n'est pas à l'extérieur. L'environnement ne se soumet pas à mes attentes. L'esprit, en revanche, peut être entraîné. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements, répète Marc Aurèle. C'est une vérité inconfortable, mais c'est le cœur même de la liberté réelle. La force ne consiste pas à dominer l'extérieur, mais à se dominer soi-même face à l'extérieur. Je me rends compte que l'esprit fabrique des histoires pour me protéger de l'effort de changer. Il me dit que si j'ajuste quelque chose dehors, je me sentirai mieux dedans. Mais l'expérience me montre l'inverse. Lorsque j'accepte l'incertitude, lorsque j'assume que je ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ce qui arrive, mais bien la manière dont je l'affronte, c'est à ce moment-là que je retrouve ma force. L'esprit est le seul terrain que je peux cultiver à volonté. Les pensées automatiques, plaintes, peurs, ressentiments sont des habitudes que l'on peut démonter, mais seulement si je les observe sans me mentir. Il n'y a pas de raccourci, l'entraînement est quotidien, inconfortable, parfois désespérant. Mais chaque fois que je parviens à créer une distance entre l'impulsion de contrôler et la décision de me gouverner moi-même, une réserve de force se construit, une force qui ne dépend de rien ni de personne. L'environnement peut être hostile, injuste, chaotique, cela ne changera jamais complètement. Ce qui peut changer, en revanche, c'est la manière dont j'affronte cette adversité. C'est là que se trouve la différence entre se résigner et devenir fort. L'esprit est un muscle, il s'entraîne dans l'inconfort, dans le renoncement au contrôle externe, dans le choix conscient de la manière d'interpréter la réalité. Ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à tes désirs, conquiers ton propre esprit. C'est là la victoire que personne ne pourra jamais t'enlever. 5. Ta tranquillité est ta plus grande victoire. Je vais te dire quelque chose que tu n'admets probablement pas même devant le miroir. Au fond, tu as peur de paraître faible, si tu ne réponds pas rapidement, si tu n'élèves pas la voix, si tu ne montres pas que rien, ni personne ne peut te vaincre. Cette peur est ce qui te fait perdre ton calme, parce qu'en réalité, ce n'est pas que tu es courageux, mais que tu ne supportes pas la moindre sensation d'être minimisé. Tu as appris à identifier le calme avec la résignation, comme si c'était synonyme de ne rien te soucier ou de laisser les autres te marcher dessus. Mais c'est le mensonge le plus coûteux que tu as avalé. Tu as confondu réaction avec force et tu t'accroches à cette confusion parce que cela t'évite de faire face à l'inconfort de ne pas contrôler la perception des autres. Tu appelles cela ne pas te laisser faire, alors qu'en réalité c'est une incapacité à tolérer ton propre inconfort. Tu ne perds pas ton calme parce qu'on te provoque, tu le perds parce que tu ne supportes pas la tension de ne pas répondre juste quand ton orgueil l'exige. C'est là le véritable conflit. Ce n'est pas le dommage externe, c'est ta guerre interne contre l'inconfort de te sentir insuffisant. Personne ne te le dit clairement, mais tant que tu chercheras la victoire dans la réaction, tu resteras aussi petit que ceux qui t'ont fait du mal. Il est facile de feindre la dignité pendant que tu exploses. Mais il est difficile de garder son calme lorsque tout ton système nerveux exige une revanche. C'est là que la plupart se brisent, ils ne supportent pas le silence, ils ne supportent pas la patience, ils ne supportent pas de se voir eux-mêmes endurer. Mais le calme n'est pas endurer pour endurer, c'est mettre en pause le désordre pour que tu puisses voir clairement. Ce n'est pas de l'apathie, ni de la froideur, ni de la déconnexion, c'est le résultat d'avoir travaillé ta résistance interne jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'exploser pour te sentir présent. Le monde est plein de gens qui disent que les choses ne les affectent pas, mais leur corps les trahit, des postures rigides, de petites vengeances déguisées en sarcasme, des conversations répétées dans leur tête chaque nuit. Ce n'est pas du calme, c'est de la répression mal gérée qui ne fait qu'accumuler une dette émotionnelle. Ta plus grande victoire n'est pas que l'autre souffre, ni même qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. C'est que tu puisses rester ferme sans vendre ton énergie au moindre stimulus. Il y a ceux qui croient que le calme est une reddition, mais la réalité est que seuls les plus fragiles réagissent à tout. Ceux qui maîtrisent vraiment le jeu sont ceux qui peuvent choisir quand et comment dépenser leur énergie. Tu n'es pas fort parce que tu ripostes, tu es fort quand tu peux regarder le dommage en face et ne pas le laisser dicter tes mouvements.
Le calme est une discipline de haut niveau, l'autocontrôle est ton muscle le plus coûteux à entraîner parce qu'il implique d'avaler ton orgueil, de cesser d'agir sous pression et de commencer à répondre par décision. Ne te trompe pas avec des excuses comme « c'est comme ça que je suis »,« je ne peux pas l'éviter »,« je l'ai cherché parce que j'ai gardé le silence ». Ces phrases ne font que te maintenir attaché au passé et à ta version la plus faible. Tu veux une vraie revanche? Tu veux montrer que rien ne te renverse? Alors tais-toi à l'intérieur, respire et conserve ton énergie pour ce qui compte. Celui qui a besoin d'exploser pour se sentir vivant reste l'esclave de ce qu'on lui a fait. Le calme n'est pas un silence vide, c'est un contrôle efficace. Se maîtriser soi-même, c'est humilier l'ennemi en silence. C'est la ligne qui sépare ceux qui survivent de ceux qui conquièrent leurs propres limites. Si chaque fois que quelqu'un appuie sur le bon bouton tu perds ton calme, tu n'es ni fort ni libre, tu es prévisible. Tu deviens un jouet entre les mains de celui qui sait comment te déstabiliser. Le calme ne s'improvise pas, il se cultive. Chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu supportes le poids de l'inconfort, sans chercher un soulagement immédiat, tu accumules des victoires qui ne se voient pas, mais qui font la différence entre une vie traînée et une vie construite. Le stoïcien n'est pas celui qui feint l'impassibilité, mais celui qui a entraîné son esprit pour que rien d'externe ne lui vole le gouvernail. Ton calme est la preuve que tu as survécu et grandi. C'est quelque chose que personne ne peut te prendre. La tranquillité conquise est le coup le plus précis que tu peux donner. Ton calme est ta victoire, ta réaction, ta condamnation. Si tu veux montrer que le dommage ne te définit pas, commence par renoncer à la nécessité de répondre à chaque provocation. Le véritable respect se gagne lorsque tu n'es plus facile à bouger, lorsque ton énergie n'est pas aux enchères pour quiconque veut te provoquer. C'est le calme qui dérange celui qui a parié te voir tomber. Entraîne-le jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à prouver. 6. Rends visible ton changement, pas ton ressentiment. Tu ouvres le chat de travail et tu vois que le même collègue de toujours lance une insinuation déguisée en blague. Tu ressens l'envie de répondre, de clarifier ta version, de demander des explications ou pire, d'écrire à quelqu'un d'autre pour chercher des alliés dans ton inconfort. Mais à la fin, tu te contentes de laisser le message vu et pendant que tu t'éloignes du clavier, tu ressens cette inquiétude interne qui te demande de la validation. Tu ne veux pas rester avec le sentiment de défaite, mais tu ne veux pas non plus te rabaisser au jeu des provocations. Ici apparaît le vrai dilemme, montrer ce qui te fait mal ou montrer ce qui ne t'affecte plus. La tentation de rendre public ton ressentiment est énorme parce que tu crois que si les autres voient qu'ils t'ont blessé, il y aura justice ou au moins reconnaissance. Mais cela n'arrive jamais. Ce qui est vraiment exposé, c'est la partie de toi qui reste attachée aux griffes, comme si ton identité dépendait du fait que les autres sachent que tu as été blessé. À ce stade, l'esprit commence à fabriquer des arguments pour justifier la réaction. Il n'est pas juste de rester silencieux, je dois fixer des limites, si je ne le dis pas, cela se répète. Mais en réalité, la limite la plus puissante n'est pas celle que tu indiques vers l'extérieur, mais celle que tu décides de marquer dans ton propre comportement. Le ressentiment cherche des scénarios, cherche des témoins, a besoin de se valider à travers le récit. C'est pourquoi tu te découvres en train de répéter l'histoire, cherchant de l'empathie, espérant que quelqu'un confirme ta version. Mais chaque fois que tu rends visible ta blessure et non ta croissance, tu renforces le rôle de victime. Tu deviens prévisible, facile à lire, quelqu'un qui continue à orbiter autour de la même blessure. Montrer le changement, en revanche, est beaucoup plus inconfortable parce qu'il ne donne pas la gratification immédiate de la compassion, ni la fausse sensation de justice. C'est solitaire, c'est silencieux, c'est lent, mais c'est la seule façon que l'énergie que tu dépensais avant à te lamenter soit investie dans quelque chose qui te sort vraiment de l'endroit où tu as été laissé. Cette transformation commence par reconnaître combien de fois tu as laissé ton ressentiment prendre la parole dans ta vie quotidienne. Le ressentiment se filtre dans la façon dont tu réponds aux autres, dans la rigidité de tes jugements, dans l'incapacité de lâcher des conversations déjà mortes. Si tu es obsédé par le fait de prouver que tu as raison, si tu cherches à ce que tout le monde connaisse ta douleur, tu ne fais que prolonger la validité de la blessure. Rends visible ton changement,
qu'il se voie dans ta façon de travailler, dans ta discipline, dans ta capacité à maintenir le focus malgré les provocations. Que celui qui t'a blessé doive faire face à la preuve que tu n'as plus de temps, ni d'espace pour rester coincé dans sa narrative. Rien n'est plus dérangeant que de voir celui que tu as blessé avancer sans regarder en arrière. Le véritable respect ne se gagne pas en rendant public le griffe, mais en rendant évident qu'il ne te définit plus. Ton histoire peut avoir été marquée par la blessure, mais ton présent doit être écrit par la transformation. Il n'est pas nécessaire de l'annoncer. Les gens le voient quand ta vie cesse de tourner autour de la blessure et commence à tourner autour de tes projets, de ton calme, de ta cohérence. Fais de ton progrès la seule explication dont les autres ont besoin. C'est la ligne qui sépare la croissance de la stagnation. La prochaine fois que tu ressens cette urgence de réclamer, d'expliquer, de chercher reconnaissance pour ce que tu as souffert, arrête-toi. Choisis que ce qui est visible soit ton avancement, pas ton ressentiment. Parce que ce que tu montres est ce qui compte. Si ta blessure est la plus visible, personne ne verra le changement. Si ta transformation occupe le premier plan, le dommage perd de l'importance. Laisse ton changement parler pour toi. C'est la seule victoire qui n'a pas besoin de témoins. Sept, maîtrise ton impulsion, renforce ta volonté. Maîtriser l'impulsion est la différence entre vivre à la merci des autres ou vivre selon tes propres termes. Observe la scène, des doigts tambourinant sur la table, la mâchoire serrée, le regard fixé sur le sol pendant que ton esprit repasse le grief. Tout ton corps demande une décharge, un geste impulsif qui te redonne le sentiment de contrôle immédiat. Mais si tu cèdes, tout ce que tu obtiens est d'hypothéquer ta volonté à un instant de satisfaction éphémère. L'impulsion est bruyante, toujours urgente, toujours exigeante d'attention. La volonté, en revanche, s'exprime dans ce que tu ne fais pas, dans le silence que tu choisis, dans la pause inconfortable avant de lâcher un mot de trop, dans la respiration qui s'allonge quand tout ton système exige une réponse instantanée. Chaque fois que tu réussis à contenir cette première poussée, tu construis une structure interne capable de supporter le poids du monde sans se fracturer. Pense aux petits détails, la façon dont tes épaules se tendent lorsque ton nom apparaît dans une conversation tendue, la façon dont tes doigts cherchent le téléphone pour écrire un message que tu n'as pas besoin d'envoyer, l'impulsion de hausser la voix lorsque l'orgueil se sent menacé. Chaque geste est un avertissement, une alarme interne qui te signale le point exact où ton ego veut prendre le contrôle. Si tu laisses cette impulsion te gouverner, tu deviens un reflet programmé, facile à anticiper, facile à manipuler. En revanche, lorsque tu choisis de t'arrêter, même 3 secondes avant d'agir, tu donnes à ta volonté l'espace dont elle a besoin pour grandir. L'autocontrôle n'est pas un acte héroïque, c'est un entraînement quotidien. On le voit dans l'expression contenue, dans la posture que tu adoucis volontairement, dans la décision de ne pas ajouter de mots vides à une discussion qui ne fait que s'épuiser. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, il s'agit d'apprendre à le soutenir sans chercher un soulagement immédiat. La plupart échouent ici, ils ne supportent pas le vide entre le stimulus et la réponse, ce silence où la volonté se forge ou se rend. Mais c'est justement là, dans cet intervalle, que se joue ton véritable pouvoir. Si tu es capable de supporter la pression interne sans céder, tu gagnes une force que personne ne peut te prendre. Celui qui maîtrise son impulsion n'est pas indifférent ni insensible, c'est quelqu'un qui a appris à faire la différence entre ce qu'il ressent et ce qu'il décide de faire avec. La croissance se voit dans ce que tu choisis de ne pas nourrir. La force est de résister au premier désir, la sagesse, de ne pas le justifier ensuite. C'est une ligne qui sépare ceux qui restent coincés dans le mal de ceux qui avancent sans permission. Regarde les marques que laisse l'autocontrôle dans la vie quotidienne, des agendas qui sont respectés même s'il n'y a pas d'applaudissements, des réponses minimales face aux provocations, de l'énergie investie dans des projets personnels et non dans la correction de la narration des autres. Celui qui maîtrise son impulsion se reconnaît parce qu'il ne vit pas en s'expliquant, il n'a pas besoin de témoins pour confirmer son évolution. Le respect authentique naît lorsque les autres réalisent qu'ils ne peuvent plus tirer tes ficelles, que ta réaction n'est pas aux enchères et que ta volonté pèse plus que toute provocation externe. C'est ici que la véritable vengeance prend forme non pas dans la réplique bruyante, mais dans l'avancée silencieuse. Peut-être que ce ne sera pas facile au début.
Le corps proteste, l'esprit exige une revanche, l'orgueil réclame une scène. Mais chaque fois que tu choisis de retarder la réaction, chaque fois que tu supportes la chaleur interne sans la laisser sortir sous forme d'attaque, tu renforces le muscle le plus difficile à entraîner, la volonté. Que ton autocontrôle soit visible dans ta démarche, dans le regard qui ne cherche plus l'approbation, dans les actions qui n'ont pas besoin d'explication. Celui qui maîtrise son impulsion devient maître de son destin. Fais-le évident dans tes gestes, dans tes poses, dans la façon dont tu priorises ton énergie. Maîtrise ton impulsion, renforce ta volonté. C'est là que commence la véritable transformation que personne ne peut te prendre. 8. Construis une vie qui ne dépend pas du passé. Laisser ta vie être définie par le passé est la manière la plus efficace de saboter toute réelle opportunité de liberté. C'est la vérité que peu veulent regarder en face, tant que tu restes attaché à ce qu'on t'a fait, à ce que tu n'as pas pu contrôler, à la blessure que tu répètes comme justification, tu confies le gouvernail de ton présent à une version de toi qui n'existe plus, ou pire, à des personnes qui ont depuis longtemps cessé d'avoir un réel pouvoir sur qui tu es. Le passé est un fait, non une condamnation, mais en faire l'axe de ton identité, c'est choisir de vivre dans une prison invisible où chaque décision est filtrée par la croûte de ce qui a fait mal et non par le potentiel de ce que tu peux construire. Si le dommage continue de dicter tes priorités, chaque avancée sera négociée avec la peur de retomber, avec le soupçon que rien de bon ne dure parce qu'on t'a brisé auparavant. C'est une économie émotionnelle basée sur la rareté, sur la vigilance constante, sur le calcul défensif. On ne grandit pas ainsi, on survit à peine. Le mécanisme est simple à comprendre bien qu'il soit difficile à démonter. Chaque fois que tu organises tes décisions autour du passé, tu renforces l'idée que ce que tu as été détermine ce que tu peux être. Le pilote automatique s'active, tu choisis des relations par peur de répéter l'abandon, tu es obsédé par l'évitement des erreurs passées, tu te construis une narration où la prudence pèse plus que l'ambition. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la paralysie déguisée en maturité. Le passé ne mérite que l'espace qu'il occupe dans ton apprentissage, pas dans ton agenda de priorité. Lorsque tu te surprends à justifier tes limites actuelles par de vieilles anecdotes, arrête-toi. Demande-toi si ce filtre sert encore à ta croissance ou s'il n'est qu'une excuse confortable pour éviter le risque d'essayer à nouveau. Le prix de l'utilisation du passé comme bouclier est élevé. Tu perds en spontanéité, en créativité et surtout en capacité à te surprendre toi-même. Tu n'es pas la somme de tes blessures. Tu es la décision de guérir. Cette ligne doit te guider chaque fois que le souvenir du dommage veut dicter la direction de tes pas. Construire une vie non dépendante du passé ne signifie pas nier ce que tu as vécu, ni prétendre que rien ne te touche. C'est un travail minutieux de séparation et de mise à jour. Séparer ce qui était réel de ce qui est maintenant seulement une interprétation addictive, mettre à jour les règles que tu as utilisées pour survivre, car aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te défendre contre les mêmes ennemis, ni d'anticiper les mêmes menaces. L'entraînement ici est mental. Identifier chaque schéma que tu répètes simplement parce qu'il a fonctionné pour éviter la douleur et te demander quel sens il a aujourd'hui. Ce processus est inconfortable car il implique de laisser de côté la sécurité de ce qui est connu, même si ce qui est connu est la souffrance. L'attachement au passé est souvent une tentative de conserver l'identité au milieu de l'incertitude. Mais l'évolution exige de lâcher prise. Si chaque projet, chaque lien, chaque habitude est choisie en fonction de ne pas être blessé à nouveau, la vie se réduit à un exercice de contrôle, pas d'expansion. La stratégie stoïcienne propose quelque chose de plus radical et courageux, faire de ton présent un territoire où le passé n'a pas de vote, seulement une voix. Tu peux écouter ce qui a été, extraire la leçon, puis décider à partir de la liberté de celui qui n'est plus obligé de répéter le même cycle. La seule loyauté que tu dois avoir est envers l'avenir que tu peux construire, pas envers la version brisée que ton histoire a produite. Cela exige une vigilance interne, car de temps en temps le passé essaiera de s'immiscer, déguisé en prudence ou en fausse humilité, pour te rappeler tes limites. C'est alors que tu dois être brutalement honnête. Vis-tu pour ne pas répéter la douleur, ou pour découvrir jusqu'où tu peux aller si tu secoues l'héritage de la blessure?
Le passé est une donnée, pas une destination. Grave cette phrase, qu'elle régit tes décisions les plus importantes. La conséquence de cette approche est claire, tu deviens imprévisible pour ceux qui pariaient que tu continuerais à tourner autour de la blessure. Ton énergie est libérée pour de nouveaux projets. Ta confiance n'est plus l'otage de vieilles erreurs. Tes relations sont choisies à partir de l'abondance et non de la réparation. Tu comprends que le véritable progrès n'est pas un acte de revanche contre ceux qui t'ont blessé, mais une affirmation que le dommage n'a pas le droit d'organiser ta vie. Tu deviens architecte, pas restaurateur perpétuel de ruines étrangères. C'est le seul avenir qui vaut la peine, celui qui ne demande pas la permission au passé pour exister. La colère, cette étincelle qui allume des incendies dans la poitrine et ne laisse derrière elle que des cendres. Nous l'avons tous ressenti, cette pression qui monte au visage, cette envie de répondre, de crier, d'imposer. Mais le problème n'est pas de la ressentir, mais de la laisser décider pour toi. La plupart des gens ne maîtrisent pas leur esprit. Ils réagissent simplement. Ils sont comme des feuilles que le vent déplace en fonction du climat émotionnel du jour. Aujourd'hui, quelqu'un les regarde mal, ils explosent. Demain, on les ignore, ils se sentent blessés. Et ils vivent ainsi, dépendant du comportement des autres, pour déterminer leur propre paix. Le stoïcisme enseigne quelque chose de différent, que la véritable force n'est pas dans le fait de frapper, ni d'avoir raison, mais de rester inébranlable lorsque tout autour de toi essaie de te sortir de ton centre. Maîtriser la colère n'est pas la cacher, c'est la regarder dans les yeux et ne pas lui permettre de prendre le contrôle. Il ne s'agit pas d'être indifférent, mais d'être maître de soi-même. Car celui qui se contrôle se gouverne, et celui qui se gouverne est libre. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance contre ceux qui te font du mal est de ne pas leur ressembler. Et cela signifie garder son calme quand le reste se perd dans le chaos. Le sage n'a pas besoin de prouver qu'il a du pouvoir. Sa sérénité le prouve déjà. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une forme silencieuse de pouvoir. Et c'est le but, atteindre un esprit si ferme qu'aucune provocation extérieure ne peut le briser. Alors, ce n'est pas un message pour ceux qui cherchent à éteindre le feu par peur, mais pour ceux qui veulent apprendre à marcher entre les flammes sans se brûler. Parce que la colère ne disparaît pas, elle se transforme. Et quand tu réussis à transformer ce feu en clarté, tu découvres quelque chose que peu de gens comprennent, que rien ni personne ne peut te voler la paix quand tu en es le gardien. Sois le gardien de votre paix intérieure. Imaginez que votre esprit est un temple construit au sommet d'une montagne. Peu importe la force du vent ou le nombre de tonnerres qui grondent autour de lui, sa structure reste intacte car elle a été construite sur des fondations solides. Ce temple est votre paix intérieure. Et en être le gardien signifie ne pas permettre à n'importe quel visiteur d'y entrer pour le profaner. Chaque émotion, chaque pensée, chaque provocation est une porte que vous décidez d'ouvrir ou de garder fermée. La plupart des gens vivent avec les portes grandes ouvertes, laissant les autres entrer, crier, détruire et partir. Mais celui qui comprend la valeur de sa tranquillité apprend à poser des limites même dans son propre esprit. Être le gardien de votre paix n'est pas un acte passif, c'est une vigilance constante. C'est observer les pensées qui tentent d'entrer et reconnaître celles qui sont déguisées en justice, fierté ou ego. La colère, par exemple, arrive avec l'apparence de la force, mais cherche seulement à vous diviser de l'intérieur. Elle vous promet le contrôle, mais ce qu'elle donne est la perte. Chaque fois que vous réagissez avec colère, vous cédez votre pouvoir à l'extérieur. Vous donnez les clés de votre temple à celui qui le mérite le moins. Le stoïcisme enseigne que personne ne peut vous perturber sans votre consentement. Et cela inclut vos propres émotions. Un homme sage ne permet pas que l'opinion d'autrui détermine son état mental. Il ne discute pas avec celui qui cherche le conflit. Il n'essaie pas de convaincre celui qui ne veut pas comprendre. Son silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Garder son calme, lorsque l'environnement s'effondre, n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence émotionnelle à l'état pur. La véritable force ne crie pas, ne réagit pas, n'a pas besoin de s'imposer. Elle reste simplement ferme en son centre, consciente que celui qui domine son esprit domine son destin.
Être le gardien de votre paix implique aussi de renoncer au désir d'avoir toujours raison. Beaucoup perdent leur sérénité en défendant leur fierté, sans se rendre compte que gagner une discussion ne signifie pas toujours gagner dans la vie. Parfois, le plus grand acte de pouvoir est de se retirer sans ressentiment. Le calme est une forme de sagesse, car il vous permet de voir au-delà de l'émotion immédiate. Quand vous êtes en paix, vous voyez les choses telles qu'elles sont, pas comme l'ego veut qu'elles soient. Chaque jour, le monde vous mettra à l'épreuve. Il y aura des mots qui chercheront à vous offenser, des injustices qui voudront vous sortir de votre centre et des personnes qui essaieront de vous entraîner dans leur chaos. Mais si votre esprit est bien entraîné, rien de tout cela ne pourra vous toucher. Votre force ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur, mais de ce que vous décidez de permettre à l'intérieur. La paix n'est pas l'absence de conflit, c'est la capacité de rester serein au milieu de celui-ci. Et cette sérénité n'est atteinte que lorsque vous vous rendez responsable de votre propre état intérieur. Alors, élevez vos murs, non pas pour vous isoler, mais pour protéger ce que vous avez de plus précieux, votre stabilité. Ne nourrissez pas les discussions vides, ne répondez pas au feu par le feu. Respirez, observez, et souvenez-vous que l'esprit tranquille voit des solutions là où l'esprit agité ne voit que des ennemis. La colère détruit de l'intérieur, mais le calme construit des empires invisibles. Et lorsque vous apprenez à garder votre paix avec discipline, vous découvrez que rien ni personne ne peut vous dominer, car vous avez déjà conquis le territoire le plus difficile, votre propre intérieur. 2. Transforme la réaction en sagesse. L'esprit humain est comme un champ fertile, où tout ce qui est planté pousse. Mais toutes les graines qui arrivent ne méritent pas d'être cultivées. La colère, la frustration, le ressentiment et le besoin de réponse immédiate sont des graines qui germent rapidement, mais qui détruisent le sol avec le temps. Apprendre à transformer la réaction en sagesse, c'est comme nettoyer ce terrain, reconnaître quelles émotions doivent être nourries et lesquelles doivent être arrachées avant qu'elles n'envahissent tout le jardin intérieur. Quand quelque chose te provoque, ton corps réagit avant ton esprit. C'est instinctif. Le sang s'accélère, le cœur bat plus fort, la voix veut s'imposer. Mais juste là, à ce moment où tout semble te pousser à répondre, se trouve le point de pouvoir. La plupart tombent dans cette impulsion, car ils confondent réaction avec force. Cependant, le véritable pouvoir réside dans la pause. C'est dans la seconde de silence que naît la sagesse. Il n'y a rien de plus difficile que de s'arrêter lorsque l'ego exige d'agir, mais c'est précisément ce contrôle qui différencie celui qui maîtrise son esprit de celui qui est dominé par lui. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais notre opinion sur elles. La réaction n'est que le reflet d'un esprit qui n'a pas encore appris à observer avant de juger. Lorsque tu réussis à faire ce pas, lorsque tu es capable de t'arrêter et de voir l'émotion sans t'identifier à elle, tu cesses d'être l'esclave de l'impulsion. Au lieu de crier, tu écoutes. Au lieu d'attaquer, tu analyses. Au lieu de réagir, tu comprends. Ce changement ne transforme pas seulement le moment, il transforme toute ta vie. Transformer la réaction en sagesse signifie observer l'émotion comme un maître observerait son apprenti. Tu ne la réprimes pas, mais tu ne lui donnes pas non plus le contrôle. Tu l'étudies, tu te demandes « Qu'est-ce que cela veut m'apprendre ? Pourquoi cela m'affecte-t-il autant ? Quelle partie de moi se sent menacée ?» Cette introspection transforme la colère en autoconnaissance. Tu cesses de la voir comme un ennemi et commences à la comprendre comme un signal, comme une alarme qui indique qu'il y a quelque chose en toi qui a encore besoin d'être travaillé. Le sage ne réagit pas, il répond. Et il y a une grande différence. Réagir, c'est agir sous l'impulsion, la douleur ou l'offense. Répondre, c'est agir à partir de la compréhension. La réaction naît de l'ego, la réponse naît de la raison. L'impulsion cherche à gagner, la sagesse cherche à comprendre. Quand tu apprends à faire ce saut, la vie devient plus claire. Tu ne te sens plus entraîné parce que les autres disent ou font, parce que tu comprends que tout ce qui est externe n'a que le pouvoir que tu lui accordes. Transformer la réaction en sagesse implique également d'accepter que chaque provocation est un entraînement. Chaque insulte, chaque obstacle, chaque déception est une occasion de renforcer l'esprit.
Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu pratiques la maîtrise intérieure. Il n'y a pas de meilleur terrain d'entraînement que la vie elle-même. Chaque situation qui cherche à te sortir de ton centre est une invitation à y revenir avec plus de force, plus de clarté et plus de contrôle. C'est ainsi que la colère cesse d'être un ennemi et devient une enseignante. Elle te montre tes limites, tes blessures, tes attachements. Elle t'enseigne où il y a encore du travail à faire. Et lorsque tu réussis à l'écouter sans te laisser emporter, tu découvres que chaque émotion intense contient une leçon profonde. Transformer la réaction en sagesse ne signifie pas devenir froid ou distant. Cela signifie transformer chaque impulsion en croissance, chaque provocation en apprentissage et chaque défi en une opportunité pour polir ton caractère. Parce qu'au final, celui qui maîtrise sa réaction n'a pas seulement du pouvoir sur lui-même, il a la paix. Et cette paix n'est pas l'absence d'émotion, c'est la présence de compréhension. C'est le fruit d'un esprit entraîné qui a appris qu'il n'y a pas de bataille plus importante que celle qui se déroule entre l'émotion et la raison. Et quand la raison l'emporte, l'âme se repose. 3. Observe le chaos sans en faire partie. Imagine que tu es au milieu d'une tempête. Le vent frappe fort, les vagues se dressent comme des montagnes et tout semble hors de contrôle. La plupart des gens dans ce scénario essaient de lutter contre la mer, agitent les bras, se laissent emporter par la panique, mais pas le sage. Le sage devient l'observateur. Il ne lutte pas contre l'eau, il flotte. Il ne maudit pas la tempête, il comprend son rythme. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui maîtrise son esprit. Apprendre à observer le chaos sans en faire partie est l'une des plus grandes vertus du stoïcisme et l'une des plus difficiles à atteindre. Nous vivons entourés de bruit, de personnes qui déchargent leurs frustrations, de situations qui cherchent à t'entraîner dans leur drame. Les réseaux, les conversations, les opinions, tout semble conçu pour provoquer une réaction. Mais le chaos n'a de pouvoir que si tu y participes. Si tu décides de l'observer sans l'absorber, il cesse de t'affecter. Le monde restera turbulent, mais tu peux rester calme, car le chaos extérieur ne peut détruire celui qui a trouvé l'ordre intérieur. Marc Aurèle a écrit que l'homme sage reste debout comme un rocher face aux vagues. Les eaux peuvent frapper encore et encore, mais le rocher reste immobile, impassible. Non pas parce qu'il ne ressent pas le choc, mais parce qu'il sait que sa force réside dans sa stabilité. Lorsque tu arrives à observer sans t'impliquer, sans répondre avec la même énergie que le conflit, tu découvres que la vie a un autre rythme. Tout ne mérite pas ta réaction. Tout n'a pas besoin de ton opinion. Tout ne requiert pas ton énergie. La véritable maîtrise n'est pas de contrôler le monde, mais de ne pas permettre au monde de te contrôler. Être observateur du chaos signifie apprendre à voir au-delà du moment. Lorsqu'une personne agit avec agressivité ou injustice, ce que tu vois est son propre désordre se reflétant. Ne le prends pas personnellement. Chacun exprime à l'extérieur ce qu'il ne peut résoudre à l'intérieur. Si tu réponds avec le même feu, tu finis aussi par te brûler. Mais si tu choisis de rester calme, le cycle se brise. La sérénité désarme le conflit, car le chaos se nourrit de ta réaction. Si tu ne lui donnes pas de carburant, il meurt de lui-même. Observer le chaos implique aussi de comprendre que tu ne peux pas tout réparer. Beaucoup de personnes portent le poids de vouloir changer le comportement des autres ou le cours des choses, alors qu'en réalité, la seule chose qu'ils ont besoin de changer est leur façon de les percevoir. Le contrôle est dans ton approche, pas dans l'environnement. L'esprit entraîné ne cherche pas à éteindre chaque feu, il apprend à marcher entre eux sans se brûler. Et cela s'acquiert avec une pratique quotidienne, en t'arrêtant, en respirant et en te rappelant que tout ce qui est urgent n'est pas important. Il y aura des moments où la vie semblera injuste, où le chaos te touchera directement, où le coup sera personnel. Même alors, tu peux choisir ta réponse. Tu peux devenir une partie du désordre ou tu peux rester le témoin qui apprend. Il ne s'agit pas d'ignorer ce qui se passe, mais de ne pas te perdre dedans. L'observation consciente te donne de la perspective, et la perspective te donne du pouvoir. Le sage voit le chaos comme un test, pas comme une menace. Il sait que plus la tempête est grande, plus l'opportunité de se renforcer est grande. Chaque conflit, chaque déception, chaque offense
est un entraînement pour l'âme. Si tu réagis, tu perds de l'énergie. Si tu observes, tu apprends. Et celui qui apprend évolue. Observer le chaos sans en faire partie est la façon la plus silencieuse de démontrer la force. Parce que pendant que tout le monde crie, toi, tu comprends. Pendant que tout le monde s'agite, toi, tu analyses. Et pendant que tout le monde se perd dans la marée, toi, tu gardes le cap. Maîtriser l'art de l'observation, c'est maîtriser la vie elle-même. Le chaos ne disparaîtra pas, mais tu ne seras plus sa victime. Tu apprends à voir sans absorber, à comprendre sans réagir et à maintenir ta paix même lorsque le monde entier semble brûler. Parce que le véritable pouvoir n'est pas d'arrêter la tempête, mais d'apprendre à rester serein sous la pluie. 4. Garde ton esprit fermé au poison de la colère. Pense à ton esprit comme à un calice rempli d'eau pure. Chaque pensée, mot ou émotion que tu acceptes tombe dedans comme une goutte qui peut maintenir sa clarté ou la troubler complètement. La colère est comme le poison que quelqu'un essaie de verser dans ce calice, espérant que tu le boiras sans réfléchir. Mais le sage ne le fait pas. Le sage observe l'intention, ressent l'impulsion et choisit de ne pas le boire. Garder l'esprit fermé au poison de la colère ne signifie pas nier ce que tu ressens, mais décider ce qui mérite de rester en toi et ce qui ne le mérite pas. La colère se déguise en justice, mais cherche en réalité à contrôler. Elle te promet de la force, mais te vole de l'énergie. Elle te fait croire que tu as raison, mais en réalité elle te prive de clarté. C'est comme une ombre qui se nourrit de ton attention. Plus tu te concentres sur elle, plus elle grandit. Les stoïciens comprenaient très bien cela. Épictète disait que celui qui se met en colère pour des choses qui ne dépendent pas de lui devient son esclave. Chaque fois que tu réagis à quelque chose hors de ton contrôle, tu cèdes une partie de ta liberté. Et la liberté intérieure est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Fermer l'esprit au poison signifie apprendre à reconnaître quand quelque chose essaie de manipuler tes émotions. Une provocation, un mot blessant, une erreur d'autrui, tous sont des tests pour ton autocontrôle. Si tu réponds immédiatement, tu perds le pouvoir. Mais si tu t'arrêtes, si tu observes le poison avant de le laisser entrer, tu le neutralises. Personne ne peut contaminer ta paix si tu ne le permets pas. L'esprit discipliné ne se laisse pas infiltrer par des pensées qui détruisent son équilibre. Le stoïcien ne devient pas de pierre, il devient conscient. Il sait que la colère est un feu qui ne distingue pas entre l'ennemi et le porteur. Si tu la nourris, elle finira par te consumer aussi. C'est pourquoi, quand quelqu'un cherche à te provoquer, ce n'est pas un défi à ton ego, c'est une opportunité pour entraîner ton esprit. Tu peux répondre avec fureur ou avec calme. Tu peux te rabaisser au niveau de celui qui cherche le conflit ou t'élever au-dessus de lui. Chaque choix est un coup de ciseau dans ton caractère. Garder ton esprit fermé à la colère implique aussi de ne pas nourrir les pensées qui la soutiennent. Car la colère ne naît pas seulement du moment, elle se prolonge aussi avec la mémoire. Revivre une offense, répéter une dispute dans ta tête, imaginer des réponses que tu n'as pas données, c'est comme boire du même poison, encore et encore. Sénèque avertissait que la colère est une folie brève, mais que le ressentiment en est l'écho prolongé. Si tu ne l'arrêtes pas, cet écho te poursuit. C'est pourquoi quand quelque chose te perturbe, respire, prends du recul et observe sans t'accrocher. Ce que tu ne nourris pas se dissout. En pratique, fermer ton esprit au poison de la colère se traduit par des décisions simples mais puissantes. Ne pas répondre immédiatement, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas discuter par impulsion, ne pas garder de rancune. Ces petits choix sont des boucliers mentaux. Ils te protègent sans te durcir. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est une défense. Et la sérénité n'est pas une passivité, c'est une stratégie. L'esprit qui apprend à fermer ses portes au poison conserve sa pureté même dans des environnements toxiques. Il ne se laisse pas contaminer par les émotions des autres, ni par son propre passé. Il reste ferme, concentré, libre. Et cette liberté n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse émotionnelle. Car celui qui parvient à ne pas se laisser dominer par la colère atteint quelque chose que peu de gens connaissent. La tranquillité profonde de celui qui n'a plus besoin de se battre avec le monde pour être en paix avec lui-même. Maîtriser cet art ne se fait pas du jour au lendemain,
Mais chaque fois que tu choisis le silence sur la réaction, la réflexion sur l'impulsion et la paix sur l'orgueil, tu renforces ton bouclier. Et avec le temps, tu te rends compte que la vie n'est pas plus tranquille parce qu'il y a moins de chaos, mais parce que tu as appris à ne pas laisser le chaos entrer en toi. 5. Maîtrise ce que tu contrôles et libère ce que tu ne contrôles pas. Imagine que tu tiens une corde. D'un côté, tu tires, de l'autre, toutes les choses que tu ne peux pas contrôler, les opinions, les erreurs du passé, les décisions des autres, les résultats incertains. Plus tu t'efforces de tirer, plus tu te fais mal. Les mains commencent à faire mal, la peau se fend, la tension monte, mais tu continues à tirer parce que tu crois que c'est ainsi que tu reprendras le contrôle. Jusqu'à ce que tu comprennes que la véritable force n'est pas dans le fait de serrer plus fort, mais de lâcher prise. Maîtriser ce que tu contrôles et libérer ce que tu ne contrôles pas, c'est apprendre à distinguer ce qui t'appartient de ce qui n'a jamais été sous ton pouvoir. Le stoïcisme repose sur une vérité simple et libératrice. Il y a des choses qui dépendent de toi et d'autres qui ne dépendent pas de toi. Toute souffrance inutile naît lorsque tu confonds cette frontière. Tu essaies de changer les autres, de contrôler l'avenir, d'éviter l'erreur, d'assurer l'incertain. Et lorsque la réalité ne se plie pas à ta volonté, la frustration se transforme en colère. Mais le sage ne gaspille pas son énergie dans des batailles perdues. Il l'investit dans la maîtrise de ce qu'il peut, ses pensées, ses jugements, ses actions. Tout le reste, il l'observe avec acceptation. Marc Aurèle disait que la sérénité vient de l'alignement avec la nature des choses. Je ne peux pas arrêter la pluie, mais tu peux décider de ne pas te mouiller plus que nécessaire. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler ta réaction. Tu ne peux pas arrêter le temps, mais tu peux profiter de chaque instant avec vertu. C'est la maîtrise intérieure que personne ne peut te prendre. Chaque fois que tu choisis de te concentrer sur ce qui dépend de toi, tu reprends ton pouvoir. L'esprit sans discipline cherche à contrôler l'extérieur parce qu'il craint de regarder à l'intérieur. Il est plus facile de blâmer le monde que d'assumer la responsabilité. Mais le stoïcien comprend que la paix ne se trouve pas dans la manipulation des circonstances, mais dans le gouvernement de soi. Si quelqu'un t'offense, tu peux réagir avec colère ou garder ton calme. Si quelque chose échoue, tu peux te lamenter ou apprendre. Si le destin change tes plans, tu peux résister ou t'adapter. Dans chaque cas, le choix t'appartient. Ce qui importe n'est pas ce qui se passe, mais comment tu y fais face. Maîtriser ce que tu contrôles signifie aussi lâcher la nécessité de la perfection. Beaucoup se mettent en colère parce que la vie ne se déroule pas comme ils l'espéraient, parce que les gens n'agissent pas selon leur scénario interne. Mais le monde n'existe pas pour répondre à tes attentes. Plus tôt tu l'accepteras, plus tu te sentiras libre. L'acceptation n'est pas la reddition, c'est l'intelligence. C'est reconnaître la différence entre lutter contre la mer ou apprendre à la naviguer. Lâcher ce que tu ne contrôles pas n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. C'est comprendre qu'il y a des forces plus grandes que toi et que lutter contre elles ne fait que t'épuiser. Parfois, perdre le contrôle est la seule façon de le gagner. Parce que lorsque tu cesses de résister, la clarté apparaît. L'esprit cesse de se battre et commence à agir depuis le calme. Et depuis ce calme, les décisions sont plus sages, les émotions plus légères et la vie plus sereine. Alors, chaque jour, rappelle-toi cette question. Cela dépend-il de moi ou non? Si la réponse est oui, agis avec détermination. Si la réponse est non, lâche-le avec dignité. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne nécessite pas ton attention. L'esprit qui comprend cela devient invincible, parce que rien ne peut perturber celui qui ne se bat que les batailles qu'il peut gagner. Et la plus grande de toutes, celle qui définit vraiment ton destin, sera toujours celle qui se déroule en toi, celle de rester maître de toi-même pendant que le monde continue de tourner comme il le souhaite. 6. Réponds par le silence lorsque le bruit cherche à te provoquer. Imagine que tu marches dans un marché rempli de voix, de cris, de disputes et de vendeurs essayant de capter ton attention. Tous te proposent quelque chose. Tous veulent que tu réagisses, que tu achètes, que tu répondes. Mais toi, tu continues à marcher sans t'arrêter, sans perdre le cap, sans dépenser ton énergie à chaque tentative de distraction. Ce marché, c'est la vie.
Et le silence est ta meilleure défense. Dans un monde où tout le monde parle, où tout le monde cherche à avoir le dernier mot, celui qui sait se taire démontre une force que peu comprennent. Répondre par le silence n'est pas une faiblesse, c'est une maîtrise. Il faut plus de courage pour garder son calme que pour lâcher une réponse impulsive. Le bruit cherche à te dominer, à t'arracher de ton centre, à te faire oublier ton équilibre. La provocation ne vient pas toujours des autres, elle peut aussi venir de ton propre esprit. C'est cette voix intérieure qui te dit « Réponds-lui, ne te laisse pas faire, fais-lui voir que tu as raison ». Mais le sage comprend que toutes les batailles ne valent pas la peine et que la plupart des disputes ne sont que des pièges pour perdre la paix. Sénèque disait que la meilleure preuve de grandeur est la sérénité face à la provocation. Le silence n'est pas un manque de réponse, c'est la réponse la plus intelligente lorsque l'autre personne ne cherche que le conflit. Car celui qui maîtrise sa langue démontre qu'il maîtrise déjà son esprit. Et celui qui maîtrise son esprit n'a plus besoin de gagner la conversation, car il a gagné quelque chose de plus important, le contrôle de lui-même. Le silence est aussi une forme de protection. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à l'agression, tu évites que l'énergie négative t'atteigne. Chaque mot que tu ne prononces pas dans un moment de colère est une victoire sur toi-même. Chaque fois que tu décides de garder le silence, tu renforces les fondations de ton calme. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la stratégie. Parce que pendant que l'autre crie, toi tu observes. Pendant que l'autre s'épuise, toi tu conserves ton pouvoir. Et avec le temps, tu apprends que le silence désarme plus que n'importe quel argument. Il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui te provoque veut t'entraîner à son niveau, veut que tu deviennes le reflet de son désordre. Mais si tu réponds avec le même bruit, tu deviens une partie de lui. La personne forte n'a pas besoin de prouver sa force avec des mots. Elle la démontre par sa contenance. C'est celui qui se tait qui écoute vraiment. C'est celui qui ne réagit pas, qui voit vraiment clairement. Dans un monde qui valorise l'immédiateté, s'arrêter et garder le silence est un acte de rébellion et de sagesse en même temps. Le silence ne signifie pas toujours l'absence d'action. Parfois, c'est l'espace où l'esprit pense plus clairement. Quand tu te tais, tu ne te soumets pas, tu analyses. Tu ne te rends pas, tu te prépares. Tu ne t'éteins pas, tu te concentres. Il y a du pouvoir dans cette pause. C'est là que l'émotion perd de sa force et que la raison prend le commandement. Parce que le silence te donne une perspective, il te permet de voir ce que le bruit cache. Répondre par le silence enseigne aussi aux autres comment ils doivent te traiter. Il leur montre que tu n'es pas disponible pour des jeux mentaux, que tu ne te rabaisseras pas face à des provocations vides. Ton calme devient un miroir dans lequel l'autre voit son propre dérèglement. Il n'y a rien qui déstabilise plus une personne énervée que quelqu'un qui ne rentre pas dans son jeu. Cette maîtrise ne s'apprend pas du jour au lendemain. Elle se travaille chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu décides de protéger ton énergie plutôt que ton orgueil. La prochaine fois que quelqu'un cherchera à te provoquer, rappelle-toi que tout ce qui exige une réponse ne la mérite pas toujours. Parfois, le silence est la forme la plus pure d'intelligence. Parce que pendant que les autres se perdent dans le bruit, toi, tu restes maître de toi-même, imperturbable, conscient et fort. Le bruit s'éteint, mais le silence du sage demeure. 7. Regarde avec compréhension, pas avec colère. Pense aux yeux comme à des fenêtres qui reflètent non seulement ce qu'ils regardent, mais aussi ce qu'ils ressentent. Deux personnes peuvent observer la même scène et voir des réalités complètement différentes. L'une, avec colère, voit l'offense, l'injustice et la menace. L'autre, avec compréhension, voit l'ignorance, la peur ou la douleur d'autrui. La différence n'est pas dans ce qui se passe, mais dans la lentille avec laquelle on observe. Regarder avec compréhension, c'est changer cette lentille. Cesser de voir à partir de la blessure et commencer à voir à partir de la sagesse. La plupart des gens réagissent parce qu'ils interprètent le comportement des autres comme une attaque personnelle. Mais ce n'est presque jamais le cas. Les gens agissent à partir de leur niveau de conscience, de leurs propres batailles internes, de leurs peurs non résolues. Ce qui t'offense aujourd'hui chez quelqu'un révèle peut-être seulement une partie de toi qui a encore besoin de guérir.
Quand tu comprends cela, la colère perd de son pouvoir. Tu ne vois plus d'ennemis, tu vois des reflets. Et chaque reflet est une opportunité de grandir. Marc Aurèle disait que quand quelqu'un agit mal, c'est parce qu'il ignore ce qui est correct. Et si tu l'ignorais aussi, tu agirais de la même manière. Cette phrase renferme une vérité profonde. Personne ne fait de mal en toute clarté. Les gens blessent quand ils sont confus, quand ils sont pris au piège de leurs émotions ou de leurs croyances limitantes. Comprendre cela ne justifie pas leurs actes, mais te libère du poids de les haïr. Parce que la haine ne punit pas l'autre, elle t'empoisonne. Regarder avec compréhension ne signifie pas accepter l'inacceptable, mais ne pas permettre que le comportement des autres détruise ta tranquillité. Tu peux poser des limites, tu peux t'éloigner, tu peux parler fermement, mais sans rancune. La compréhension te donne le contrôle, la colère te l'enlève. Celui qui comprend les causes cesse de dépenser de l'énergie dans les conséquences. Voir au-delà de l'impulsion, c'est voir la racine. Et en le faisant, tu ne réagis plus, tu choisis. La compréhension implique aussi de te regarder toi-même, avec la même compassion que tu offres aux autres. Souvent, la colère ne naît pas de ce qu'on te fait, mais de ce que tu n'as pas encore pardonné en toi. Chaque réaction intense est un signe de quelque chose en toi qui demande de l'attention. Si tu t'arrêtes pour l'observer sans jugement, tu commences à guérir. Comprendre n'est pas une faiblesse, c'est une maturité émotionnelle. C'est avoir le courage de regarder sans blâmer, d'accepter sans ressentiment et de continuer à avancer sans porter l'amertume du passé. Le sage ne cherche pas la vengeance, il cherche la compréhension. Parce qu'il sait que comprendre l'autre lui donne la paix, alors que tenter de le punir ne fait que prolonger la souffrance. L'esprit entraîné n'a pas besoin de prouver sa supériorité, car sa plus grande victoire est de rester en équilibre. Quand tu arrives à regarder avec compréhension, tu découvres que le monde n'est pas rempli de méchants, mais de personnes perdues dans leur propre douleur. Et cette découverte te rend libre. En pratique, chaque fois que quelqu'un te provoque, rappelle-toi de faire une pause. Ne demande pas « pourquoi fait-il cela ?», mais « qu'est-ce qui le pousse à agir ainsi ?» Cette simple question change tout. Elle désactive la réaction, éveille l'empathie et renforce ton autocontrôle. La compréhension n'élimine pas le conflit, mais elle élimine son pouvoir sur toi. Regarder avec compréhension, c'est voir avec les yeux de l'âme. C'est comprendre que la vie ne sera pas toujours juste, mais tu peux être juste dans ta façon de regarder. Quand tu choisis de voir avec compréhension, rien ne peut te sortir de ton centre. Parce que la colère est un feu, mais la compréhension est une lumière. Et quand tu éclaires une situation avec sagesse, le feu s'éteint, l'âme se repose, et l'esprit revient à son état naturel, le calme. 8. Laisse la colère t'enseigner, ne la laisse pas te gouverner. Imagine que la colère est comme un feu qui vit en toi. Si tu l'ignores, il s'éteint et te laisse dans l'obscurité. Si tu l'alimentes trop, il te consume. Mais si tu apprends à le contrôler, ce feu peut devenir une source de lumière. Toutes les émotions intenses ne sont pas des ennemis. Certaines arrivent pour te montrer quelque chose que tu ne comprends pas encore de toi-même. La colère, aussi destructrice qu'elle puisse paraître, est une enseignante déguisée. Et celui qui apprend d'elle, au lieu d'être son esclave, devient son maître. La plupart des gens craignent la colère ou la répriment, croyant que l'autocontrôle est de feindre le calme. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Maîtriser la colère n'est pas la cacher sous un sourire faux, c'est l'affronter avec conscience. C'est te demander quel message elle essaye de te donner. Car la colère, lorsqu'elle est analysée avec sérénité, révèle toujours une cause plus profonde. La peur, la frustration, l'impuissance ou le désir de contrôle. Chaque fois que tu ressens ce feu, il y a quelque chose en toi qui demande de l'attention. Ne rejette pas l'émotion, observe-la. Marc Aurèle disait que les émotions sont comme les vents. Tu ne peux pas les arrêter, mais tu peux décider où naviguer. Quand la colère apparaît, ne te refuse pas à la ressentir. Si tu le fais, elle ne fera que grandir en silence. Accepte-la comme faisant partie de ton humanité, mais ne lui donne pas le gouvernail. Laisse-la parler, mais ne lui laisse pas décider. Écoute son message, car parfois la colère te signale des limites que tu n'as pas établies ou des vérités que tu n'as pas voulu accepter. La différence entre celui qui évolue et celui qui sombre
réside dans ce qu'il fait de cette énergie. Transformer la colère en enseignante, c'est utiliser son intensité pour te renforcer. Au lieu de crier, réfléchis. Au lieu d'attaquer, comprends. Au lieu de réagir, canalise. Chaque fois que tu choisis de ne pas agir sur l'impulsion, ton esprit devient plus clair, ton caractère plus ferme et ton énergie plus pure. La colère peut détruire ou construire selon qui la contrôle. Si tu la gouvernes, elle te pousse. Si tu la laisses te gouverner, elle te perd. Le sage utilise la colère comme un miroir. Il ne la craint pas, car il sait que chaque fois qu'elle apparaît, c'est une occasion de mieux se connaître. Il l'observe, apprend d'elle et la transforme en action consciente. C'est la différence entre celui qui brûle et celui qui illumine. Car la colère incontrôlée est un feu qui détruit, mais la colère comprise est un feu qui purifie. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette chaleur montante en toi, ne l'éteins pas et ne la déchaîne pas. Respire, ressens-le et demande-toi ce qu'il veut te montrer. Peut-être est-ce la limite que tu dois fixer, la blessure que tu n'as pas encore fermée ou la patience que tu dois cultiver. Laisse-la t'enseigner. Car lorsque la colère cesse d'être ton ennemi et devient ton enseignante, tu accomplis ce que peu de gens réussissent, transformer le feu intérieur en lumière qui guide et non en flamme qui brûle. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist.